Bonjour à tous, je suis Mathilde Grèze et j'enseigne le droit fiscal au sein de la prépa CRFPA ISP. Cette courte vidéo a pour but en fait de vous présenter quelques éléments de correction du sujet de droit fiscal qui a été donné à l'épreuve de CRFPA de l'année 2023. Alors ici, le but de cette vidéo, c'est surtout de présenter le sujet, de voir avec vous les difficultés qu'il présentait, et puis de vous donner quelques pistes de réponse et de méthodologie. Bien entendu, les élèves qui s'inscrivent à la prépa ISP bénéficient d'une correction écrite, mais surtout d'une vidéo complète. Alors, démarrons tout de suite par le sujet qui a été donné. Eh bien, en 2023, les candidats ont planché sur, enfin, l'impôt sur le revenu. Après 4 ans de sujets qui n'ont tourné qu'autour des sociétés, il était grand temps de s'impliquer un petit peu sur l'impôt sur le revenu. Et là, pour le dire, on a eu tout un cas pratique entier qui était dédié à cette imposition et de manière assez théorique, j'y reviendrai. Mais néanmoins, on tombe dans les bonnes coutumes de l'épreuve de droit fiscal. Le second cas pratique était dédié bien sûr à la TVA. Alors comme je le dis chaque année, on est rendu maintenant à 5 années consécutives de cas pratiques sur la TVA, je ne pense pas que ça s'arrêtera là, donc aucune impasse possible sur ces sujets. En termes de difficultés, eh bien là encore, on est dans la coutume, on avait un sujet qui était long. Voilà, vous avez 3 heures pour rédiger. Or, il y a un effort à faire. Le premier cas pratique comportait quand même 5 questions, le second 4. Bien sûr, c'est pas le nombre de questions qui fait la longueur, mais vous imaginez bien que les examinateurs ont quelques attentes sur chacune d'elles. Donc, plus vous les multipliez, plus ces attentes se multiplient tout autant. En termes de difficulté, au-delà de la densité et de la longueur, eh bien, il y avait justement le fait d'être sur l'imposition sur le revenu. Alors, pour ma part, c'était vraiment un pronostic que j'avais donné tout au long de l'année aux candidats de la prépa CRFPA à l'ISP. Donc, je pense que s'ils ont écouté leur professeur, et j'espère que c'est le cas, eh bien, normalement, ils n'ont pas été trop surpris. Mais dans les faits, c'est vrai que la problématique d'avoir des cas pratiques qui sont dédiés à une imposition, c'est tout simplement d'avoir fait une impasse ou de ne pas être à l'aise complètement sur le sujet et donc d'avoir soit un effet de panique, soit concrètement un effet de vide. Ce qu'il faut bien sûr éviter. De manière générale, les premières questions n'étaient pas particulièrement difficiles. Plutôt théorique, voilà, on va y revenir un petit peu plus tard. Néanmoins, on avait, à mon sens, 2 sujets qui pouvaient être un petit peu difficiles dans le sens où ils étaient d'actualité, dont un qui n'avait pas spécialement trait directement au droit fiscal, qui traitait de l'entreprise individuelle, qui était une réforme de l'entreprise individuelle, ce qui fait qu'il n'était pas nécessairement étudié sous l'angle du droit fiscal, mais en fait a des conséquences fiscales. Donc ça pouvait être une première difficulté qui pouvait en tout cas faire douter le candidat. Or, on le sait, c'est un examen qui nécessite une confiance. Et donc, à chaque fois que vous rencontrez une situation qui met en branle cette confiance, c'est jamais une bonne chose. Donc voilà, ça pouvait être la question un peu déstabilisante. Et puis, bien sûr, comme d'habitude aussi, on avait des sujets très techniques, notamment en fiscalité, donc en TVA, pardon, donc sur le deuxième cas pratique, où là, on vous demandait de vous pencher sur le sujet des holdings, qui était, bon, bah voilà, comme à chaque annale, on a la question technico-technique, et bien là, elle était là, en TVA, comme souvent. En revanche, le barème pouvait un petit peu vous aider à contourner ces difficultés puisque, je vous l'ai dit, on a quand même pratiquement 10 questions en tout. Et en fait, quasiment toutes les questions étaient à 2 points, voire un peu moins, ce qui était extrêmement plaisant parce que si vraiment vous étiez très déstabilisé sur une question, vous pouviez éventuellement la passer et vous rattraper sur le reste. Alors vous allez me dire, mathématiquement on n'est pas bon, si on a 9 questions en tout et qu'elles font à peine 2 points chacune. Oui, effectivement, vous avez raison, puisqu'on avait une question qui en revanche regroupait 6 points. Et pour cause, c'était une question qui était extrêmement longue et complète, et ça me permettra de finaliser avec ce sujet de la difficulté de l'épreuve. En fait, c'était la deuxième question du premier cas pratique, pour lequel on vous demandait de qualifier l'ensemble des revenus qui étaient perçus par un couple et de donner leur régime d'imposition. Et en fait, c'est une question qui est extrêmement vaste. Je veux dire, aujourd'hui, on écrit des livres sur les régimes d'imposition. Or, vous n'avez pas le temps d'écrire un livre sur l'impôt sur le revenu. Donc, finalement, il fallait savoir être très concis, il fallait pouvoir organiser rapidement vos pensées,
les structurer, puis rédiger. Donc je dirais que là la difficulté elle était surtout dans la gestion du temps sur cette question et pour pouvoir attraper le maximum de points sur les 6 qui étaient attendus par votre examinateur. Ensuite, la grande question qu'on peut se poser, c'est le caractère inédit. Alors, quelque part, j'y ai déjà un peu répondu. L'impôt sur le revenu, ça avait été depuis 2019 un peu le parent pauvre de cette épreuve de fiscalité, puisque c'est quand même une part très significative des révisions. Et pourtant, on n'avait eu qu'une seule fois une question l'année précédente, sur les revenus fonciers seulement. Alors là, au contraire, cet impôt est au cœur du sujet qui a été donné. Inédit en matière de TVA, oui quand même. Alors, on a une petite première question théorique assujetti redevable, donc là non, on n'est pas sur de l'inédit. Mais en revanche, on avait tout un sujet sur les subventions, et là effectivement, on était dans de l'inédit. Alors quelques petites pistes de réponse, parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est surtout parce que vous avez passé l'examen et que vous aimeriez savoir un petit peu plus. Donc là, le premier cas pratique qui concernait monsieur et madame Châtel, la première question c'était la composition du foyer fiscal. En fait là, ce qu'on attendait de vous très clairement, c'était de rappeler que la particularité de l'impôt sur le revenu, c'est que la base d'imposition, elle est composée par les revenus d'un groupe qui est le foyer fiscal. Alors, ce groupe peut être composé que d'une seule personne, c'est-à-dire le majeur, non marié, non pacsé, ou au contraire étoffé à la fois de son conjoint dans le cadre d'un mariage ou un pax et de ses enfants mineurs, voire de ses enfants majeurs rattachés. Et c'était particulièrement sur ce dernier point qu'on vous attendait, puisque dans le cas de monsieur et madame Châtel, ils ont une fille qui est majeure. Donc on attendait de vous aussi que vous signifiez les conditions du rattachement de l'enfant majeur. Et puis enfin, on vous demandait le nombre de parts, donc il fallait aussi que vous sachiez associer eh bien, le nombre de parts ou de demi-parts que rapporte, entre guillemets bien sûr, chaque membre du foyer fiscal. La deuxième question, et c'était celle-ci justement qui était sur 6 points, donc on vous demandait de qualifier les différents revenus qui étaient perçus et donc qui étaient décrits dans l'énoncé, donc il fallait aussi savoir les requalifier, et puis ensuite donner le régime d'imposition. Donc ça, évidemment, c'était clairement un sujet assez long. Pour ma part, j'ai identifié quand même un certain nombre de revenus, à savoir 4. Des traitements et salaires pour l'épouse Châtel. Donc là, il fallait tout simplement accentuer un petit peu le trait sur les frais professionnels. Le taux forfaitaire de 10% ou au choix l'option pour les frais réels, avec les différentes conditions, le fait que c'est une option annuelle, individualisée au sein du foyer, etc. On avait des revenus de capitaux mobiliers, qui était finalement la distribution des résultats faite par la SCI parce qu'elle est assujettie à l'IS. Donc on a des dividendes. Et là, en termes de régime d'imposition, ce qu'on attendait de vous, c'était la présentation du prélèvement forfaitaire unique versus option pour le barème progressif, mais aussi la chronologie des éléments, avec le fait qu'on a un premier prélèvement non libératoire au moment du versement, qui est réalisé directement par l'entreprise versante, puis une déclaration avec application du crédit d'impôt, ou au contraire, c'est la matérialisation de l'option pour le barème progressif. Et dans le sujet de l'option pour le barème progressif, ce qu'on attendait de vous, c'était en fait la description des différences entre le barème progressif et le PFU, à savoir le fait qu'on ait un abattement de 40% si la distribution de dividendes est régulière, le fait aussi qu'on puisse prendre en compte certains frais et charges, notamment par exemple les frais de garde, et encore qu'on ait la CSG déductible en N+1, ce qu'on n'a pas dans le cadre du PFU. On avait également des revenus fonciers, donc des locations nues. Donc là, on attend aussi ce que vous qualifiez bien, le fait que c'est une location nue, donc on entre dans les revenus fonciers, avec 2 régimes. Soit on est en dessous de 15 000 € de recettes encaissées et on peut prétendre au régime microfoncier. Attention aux exclusions comme les SCI ou certains dispositifs défiscalisés. Ou alors on est au-delà des 15 000 € ou sur option, et dans ces cas-là, on rentre au régime réel. Donc attention sur l'option qui est valable 3 ans, donc pendant 3 ans, on est obligé de rester au régime réel quand bien même on aurait des recettes encaissées inférieures à 15 000 €. Sur le régime réel, on attend de vous un peu que vous parliez des charges admissibles, de l'encaissement effectif des recettes, et puis bien sûr du résultat, puisque dans le cadre du résultat réel, on va avoir un résultat qui peut être bénéficiaire, et dans ces cas-là, à vous d'expliquer comment est-ce qu'il est imposé, sans oublier les prélèvements sociaux, mais il peut aussi être déficitaire, et c'est l'intérêt comparativement au microfoncier, où là, vous devez expliquer comment est traité le déficit du
du revenu foncier, à savoir qu'il est imputable dans la limite de 10 700 € sur le revenu global, tunnelisé pendant 10 ans pour le reste, sachant que cette remontée sur le revenu global ne peut se faire que si le déficit n'est pas lié aux intérêts d'emprunt. Donc vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à dire aussi sur les revenus fonciers. Ensuite, pour ma part, j'avais identifié un dernier revenu, une dernière qualification de revenu qui était celui de Monsieur Châtel, qui est un entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce de cave à vin. Et dans ces cas-là, on est dans le cadre d'une activité d'achat-revente, donc BIC, et ces bénéfices industriels et commerciaux sont taxables entre ses mains à l'impôt sur le revenu. Donc là, ce qu'on attendait aussi de vous, c'était de pouvoir identifier les régimes d'imposition. Là, vous aviez davantage d'informations, puisque vous connaissiez son montant de chiffre d'affaires, son montant de résultat. Donc pour ne pas perdre de temps, il fallait assez rapidement identifier que Monsieur Châtel allait se trouver sous le régime réel d'imposition BIC, ce qui vous permettait en une phrase d'expliquer qu'il y a aussi un régime micro, mais qu'on l'écarte ici. Et donc sous le régime réel, ce qu'on attendait de vous, c'était pareil d'expliquer le mécanisme de l'application des règles comptables, et puis le traitement du résultat, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire, avec notamment le fait que si le BIC est de nature professionnelle, donc expliquer ce que c'est grâce à l'article 156, et bien le fait qu'il puisse le remonter sur le revenu global. Donc comme vous voyez, ça pouvait être une question très longue et qui, pour ma part en tout cas, j'estime, devait être posée sur brouillon au préalable, tout simplement pour pouvoir organiser ses idées et être le plus efficace possible, le plus concis et s'assurer qu'on n'a rien oublié, parce qu'il n'y a rien de pire que ensuite d'essayer de faire des flèches pour dire j'ai oublié qu'on avait aussi un micro-foncier qui est pour les locations en dessous de 15 000, enfin voilà, on s'en sort pas. Donc, s'organiser au mieux. Pour ma part, dans la correction écrite que j'ai fait pour les candidats de la prépa, j'ai en fait segmenté revenu par type de revenu dans l'ordre, et à chaque fois j'ai parlé d'abord de la qualification, puis du régime, et à chaque fois le régime micro, puis le régime réel quand ça s'applique, ou typiquement pour les salaires, le régime de droit commun qui est l'abattement de 10%, ou le régime optionnel qui est l'option pour les frais réels. Ce qui me permettait de moi structurer mes propos et ensuite de toujours bien vérifier, un peu comme une conclusion, de savoir si j'avais bien traité l'imposition de ce revenu. La troisième question du premier cas pratique était justement sur ce sujet d'actualité dont je vous parlais en introduction, sur l'entreprise individuelle. Donc on a eu une grosse réforme qui est passée en début d'année 2022, qui est entrée en vigueur au mois de mai 2022, et qui nous dit que l'entrepreneur individuel, qui est par nature assujetti à l'impôt sur le revenu, va pouvoir opter pour un impôt sur les sociétés. Ce qui veut donc dire que quand bien même on n'a pas de création de personne morale, on va pouvoir définir une rémunération, par exemple, pour chef d'entreprise, qui va être déductible du résultat, et le résultat de l'entreprise va lui être assujetti non plus à l'impôt sur le revenu de son exploitant, mais à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15% si les conditions du taux réduit sont remplies, et puis au taux de 25% au-delà. Donc là encore, ce qu'on vous demandait très concrètement, c'était quelles étaient les conséquences. Ça peut être très long, donc il faut vous organiser. Moi, ce que je préconisais, c'était de faire juste un petit point sur la réforme pour expliquer que vous savez ce que c'est, quand, et quels étaient les objectifs poursuivis. Et ensuite, quand on vous demande les conséquences, elles sont forcément de nature fiscale. Vous êtes en épreuve de droit fiscal, il faut être pragmatique. Donc les conséquences de droit fiscal, il faut vraiment les anticiper de manière globale. C'est-à-dire, dans ces cas-là, là encore, vous prenez votre brouillon et vous étoffez votre raisonnement. Quelles sont les conséquences pour le contribuable? Quelles sont les conséquences pour l'entreprise? Et c'est là que vous allez pouvoir essayer de toucher un petit peu à tout. Moi, j'ai pris le parti de d'abord parler du contribuable, parce que je trouvais qu'il y avait moins de choses à dire, donc comme ça, après on n'en parle plus. Normalement, le contribuable, quand il est en entreprise individuelle, il est taxé sur le bénéfice dans son entier, peu importe qu'il l'appréhende ou qu'il le laisse, concrètement, qu'il laisse les fonds en banque. Là, on est sur un sujet complètement différent. À partir du moment où il opte à l'IS, il n'est taxé que sur les sommes qu'il appréhende, donc par la voie de la rémunération, dans un premier temps, s'il en a une, et dans ces cas-là, il est taxé comme un salaire, donc il change de catégorie fiscale, avec l'abattement de 10%. Et puis l'autre type de revenu qu'il peut percevoir, c'est les dividendes au moment de la distribution du résultat. Donc dans ces cas-là, la distribution du résultat, elle va donner lieu au PFU, et comme vous avez tout décrit dans la question d'avant, en fait c'est assez pratique de s'y rattacher.
Donc on le fait, et comme ça on gagne un petit peu de temps. Sur la partie entreprise individuelle, eh bien quand elle passe à l'IS, évidemment on a un changement de taux, mais pas que. Si vous parlez que du fait que ça y est, on est assujetti à l'IS, donc on paye 25% au lieu d'un barème progressif, c'est déjà bien, mais c'est insuffisant. Puisqu'en fait vous êtes allé sur la conclusion et vous avez oublié votre base. Or l'impôt, c'est toujours la base fois un taux. Et votre base aussi, elle est modifiée. Puisque, je vous le rappelle, quand on est en BIC, on applique les règles BIC, de comptabilité de détermination du résultat, et quand on est en société à l'IS ou entreprise assujettie à l'IS, en fait, on applique les règles BIC et des règles spécifiques à l'IS. Et c'est sur ça qu'on vous attendait aussi. Enfin, et si vous le pouviez, il fallait également parler un petit peu du social, si vous le pouviez, notamment des cotisations sociales sur dividendes, etc. Et puis, si c'était possible aussi pour vous, en termes de mobilisation de connaissances, sur les cas de restructuration. Et si j'apporte mon entreprise, qu'est-ce qui se passe à une société nouvelle, etc. Quatrième question, monsieur et madame Châtel sont associés d'une SCI à prépondérance immobilière et ils envisagent de céder l'usufruit de leur part à un tiers pour une durée de 20 ans. Pouvez-vous leur préciser la nature de l'imposition du cessionnaire? Alors là, cette question, pour ceux qui suivent l'actualité fiscale, elle est cadeau. Pour ceux qui ne la suivent pas, on peut passer complètement à côté. Il y a eu une jurisprudence en décembre 2022 sur le sujet, donc c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui dans cet examen. Concrètement, ce qui se passe, c'est que le principe, c'est quand on cède des parts de plus-value de sociétés à prépondérance immobilière, on a un espèce d'effet de contamination de l'objet. C'est-à-dire que comme ce sont des sociétés immobilières, par effet de contamination, on va appliquer, pour les personnes qui cèdent des parts, la plus-value des biens immobiliers. Or, ce qu'on vend n'est pas le bien immobilier, ce sont les parts. La problématique, c'est que la fiscalité sur la plus-value immobilière, c'est une chose, mais je vous rappelle que là, nous, on nous demande le cessionnaire. Qu'en est-il du cessionnaire? Le cessionnaire, c'est celui qui achète, et celui qui achète, il doit des droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement sur les sociétés à prépondérance immobilière, ils sont de 5% du prix de vente. Donc ça peut représenter une certaine somme, selon évidemment le prix de cession envisagé. Seulement, la question là qui avait été posée à la Cour de cassation, c'est que l'acquéreur ne se porte pas cessionnaire des parts, mais seulement de leur usufruit. Et finalement, cette question numéro 4, elle implique aussi d'avoir une connaissance assez fine en droit des affaires et du droit civil, puisqu'il fallait aussi s'appuyer sur une jurisprudence rendue en 2022 par la Cour de cassation qui est éminemment importante, sur la qualité de l'associé. En effet, on nous a dit, en tout cas la Cour de cassation a été très claire sur le sujet, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, seul le nu propriétaire l'a. Et donc finalement, par effet de radiation tout autour, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, le juge fiscal a considéré que quand on acquiert un usufruit sur des parts, on n'acquiert pas les parts, on n'acquiert pas la qualité d'associé, on acquiert seulement un droit. Et donc on ne peut pas appliquer le régime des plus-values immobilières qui ne font état que du statut d'associé de société immobilière. Et ce faisant, on n'applique pas du tout, mais alors pas du tout les 5% du prix de cession, puisque par défaut, puisque aucune règle spécifique ne vient à s'appliquer, on applique dans ces cas-là la catégorie résiduelle de droit d'enregistrement, qui est le droit fixe des actifs nommés, fiscalisé à 125 € seulement. Donc vous voyez que ça valait le coup d'aller en cassation sûrement pour cette personne. Et enfin, question 5, là on avait un petit sujet ingénierie patrimoniale, puisqu'on vous dit que pour éviter l'imposition des plus-values, monsieur et madame Châtel, eh bien, ils envisagent de donner à leurs enfants les parts de SCI, mais ils voudraient être sûrs que derrière, il n'y a pas d'abus de droit. Eh bien, pour ça, en fait, le sujet, c'est ce qu'on appelle la donation-cession. Est-ce que la donation-cession est abusive? Donc pour ça, il faut être à l'aise sur le sujet de l'abus de droit, l'article 64, donc le but exclusivement fiscal, il faut être aussi à l'aise sur le mini-abus de droit fiscal, donc le but principalement fiscal, mais tout ça pour finalement dire que le sujet de la donation-cession, il a fait l'objet de plusieurs jurisprudences, et on a une position qui est très stabilisée sur le sujet. Le principe, c'est qu'il n'y a pas d'abus de droit. Pourquoi? Parce qu'il y a bien un phénomène de donation, qu'on recherche aussi la transmission, et elle est effective puisqu'elle est faite. Donc il n'y a abus que si justement cette transmission, elle n'est pas faite, et elle n'est pas faite lorsque, alors même que vous avez donné, vous réappréhendez les sommes.
Donc comme je disais dans la vidéo complète, il y a eu une jurisprudence sur le sujet où justement une personne avait donné des parts de société à un enfant mineur, ce qui lui permettait de purger ses plus-values, puisque je rappelle, il n'y a pas d'imposition des plus-values quand il y a une donation, puisque les plus-values ne touchent que les cessions à titre onéreux. Donc ce monsieur qui avait transmis ses parts n'avait pas acquitté d'impôt sur les plus-values, il avait donné à un enfant mineur qui avait revendu les titres le jour même, ce qui fait que l'enfant mineur n'avait pas non plus généré de plus-value puisqu'il revend à la valeur à laquelle il a acquis à titre gratuit. Et cependant, l'argent obtenu lors de la cession a été placé sur un compte sur lequel le père prélevait très régulièrement des sommes. Donc évidemment, partant de là, finalement, la jurisprudence a considéré qu'il n'y avait pas eu une vraie donation, puisque le père réappréhendait les sommes issues de la vente des sous-jacents. Donc grosso modo, nous ce qu'on peut en dire, en tout cas c'est la manière moi dont je clarifie les choses, c'est que donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc ici, à partir du moment où vous faites une vraie donation, vous vous appauvrissez vraiment, il n'y a pas de risque, derrière votre bénéficiaire peut revendre immédiatement les titres. Et c'est vrai que vous gommez la plus-value, mais néanmoins rappelez-vous quand même que les droits de donation sont calculés sur la valeur au jour de la donation. Donc quelque part, la prise de valeur pendant votre détention, elle est payée par vos enfants. Alors, pour le donataire, en l'occurrence, c'est les enfants dans notre exemple. Alors je passe au deuxième cas pratique. Là, on avait la création d'une société de sonorisation, éclairage et vidéo qui a été faite. Et cette société, elle a obtenu de la part d'une mairie l'opportunité d'animer un festival. Et pour ça, elle a reçu une subvention de 30 000 €. Et donc le sujet, c'est de savoir déjà si la société elle avait la qualité d'assujetti et de redevable. Donc cette première question est très théorique. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous dérouliez, vous montrez que vous savez ce que c'est que la qualité d'assujetti. Donc pour tous ceux qui suivent assidûment mes cours, eh bien ça renvoie à l'article 256 que je vous oblige à connaître et à retrouver surtout facilement dans le Code général des impôts. Donc grâce à votre CGI que vous avez avec vous, vous êtes à l'aise, vous pouvez répondre assez facilement. Là, ce qu'on voulait aussi vous faire toucher du doigt, c'est le fait qu'il y ait une différence entre un assujetti et un redevable. Donc juste pour un rappel, hein, l'assujetti, c'est celui qui réalise des opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA. Mais pour autant, il peut ne pas être redevable de la TVA, c'est-à-dire il ne peut ne pas avoir à payer de TVA s'il se trouve que les opérations qu'il réalise sont néanmoins exonérées par la loi. La deuxième question, et c'était évidemment celle qui devait vous retenir bien davantage, c'était de savoir si la société devrait acquitter de la TVA sur la subvention en question. Et là, on allait devoir rentrer un peu plus dans le détail. En fait, les opérations sur lesquelles on doit appliquer de la TVA, ce sont les opérations qui sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Et là, le sujet qu'on veut vous faire travailler, c'est le fameux à titre onéreux. À titre onéreux, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une contrepartie dans ce que vous faites, dans la livraison de biens que vous opérez ou dans la prestation de services que vous exécutez. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Mais quand on dit à titre onéreux, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un lien direct entre ce que vous faites et la contrepartie que vous recevez. Et la subvention, elle porte le sujet du lien direct. Est-ce que lorsque je perçois une subvention, en réalité, il y a vraiment un lien entre cette subvention et le service que je rends? Si oui, alors il y a bien de la TVA, sinon, il n'y a pas de TVA. Là, en l'occurrence, donc évidemment, ça nécessite quand même un petit peu de rédaction et de démonstration, mais moi j'en suis arrivée à la conclusion que la prestation elle est bien individualisée, c'est-à-dire qu'ils vont faire un spectacle pour cette mairie, à la demande de cette mairie, pendant une période déterminée, et donc suite à ça, c'est bien finalement un service individualisé, déterminé, qui est rendu à un opérateur déterminé lui aussi, et peu importe que cet opérateur, ce qu'il verse, est le nom de subvention. Ça n'est qu'un vocable. En l'espèce, on a bien une contrepartie ayant un lien direct et proportionné avec le service qui est rendu, donc on est bien sur une opération réalisée par un assujetti à titre onéreux. L'opération est taxable. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée. La deuxième partie du cas pratique TVA est portée sur la holding, puisque on a conseillé à cette société de sonorisation de créer une holding et d'y apporter l'ensemble des actions. Donc la première question, c'était déjà hors TVA, finalement, il y avait une espèce d'extraction. Cette question numéro 3, elle demandait s'il y avait un intérêt à faire un LBO et quels étaient justement
à quelles conditions? Alors, les LBO, il faut que vous maîtrisiez évidemment ces opérations, hein, c'est le fait d'acquérir une société cible via une structure au-dessus, donc une holding. Les LBO, ça s'accompagne de 3 effets de levier, un effet de levier juridique, un effet de levier financier et un effet de levier fiscal. Évidemment ici, celui qui nous intéresse c'est le fiscal. L'effet de levier juridique, ça veut dire concrètement que grâce à l'interposition de société, vous n'aurez qu'à détenir 50% de la holding, qu'elle-même détienne seulement 50% de la cible pour que vous déteniez le contrôle total. Donc ça vous évite de sortir trop d'argent pour être majoritaire partout. Ici, cet effet de levier n'a aucun intérêt, puisqu'on est sur un apport et que vous détenez 100%, donc j'en conviens, l'effet de levier juridique n'a aucun sens. L'effet de levier financier, il n'a du sens que si vous devez porter un endettement. Si pour acheter la cible, vous devez vous endetter, alors effectivement, interposer une holding, ça a du sens. Pourquoi? Parce que l'emprunt que vous supportez ne donne lieu à aucune déduction. En revanche, si vous le faites supporter par une société, cette société va devoir rembourser des intérêts d'emprunt qui vont être des frais financiers déductibles. Donc on a un effet de levier sur ce niveau-là. Mais l'effet de levier, il est surtout fiscal, en tout cas, il est, disons, l'enjeu est plus important fiscalement parlant, puisque tout simplement, on va pouvoir bénéficier du régime Murphy. Donc les dividendes qui vont remonter dans la holding et qui vont servir au remboursement de sa dette vont être exonérés d'impôts en quasi-totalité, puisque seulement 5% du dividende sera taxé à l'IS, au lieu de 100% dans votre poche si c'était vous, avec en plus un PFU à 30%. Donc là, ce qu'on attendait de vous, c'était aussi de cibler quand même les conditions du régime Murphy, l'air de rien. Et puis vous pouviez aller un petit peu plus loin également en parlant de l'exonération en cas de revente, pour notamment l'exonération qui est visée au 219 quinquies, c'est les titres de participation. Donc là aussi, vous pouviez parler des différentes conditions pour y arriver. Bon, on était sur quelque chose d'assez généraliste qui pouvait un peu perturber. Je pense que c'était le but, mais si vous étiez un peu solide sur ces opérations-là, et surtout si vous arriviez vite à identifier le sujet fiscal, après ça déroulait, puisque le régime Murphy c'est pareil, ça tombe tout le temps, donc pas d'impasse possible, vous devez connaître ça par cœur. Enfin, dernière question, qui pour moi était le plus technique, on vous demandait d'expliquer un petit peu le sujet TVA pour les holdings. Et là, concrètement, ce à quoi vous devez arriver, c'était à identifier le fait qu'il y avait 3 catégories de holdings. On a les holdings qui sont pures, c'est-à-dire elles font simplement de la détention de titres, et en ce cas-là, on est complètement hors du champ d'application de la TVA. On a les holdings qui sont au contraire très participatives et qui facturent chaque mois des prestations de services à ses filiales, et donc là, on est sur une holding commerciale, où il y a de la TVA qui s'applique. Et puis enfin, on a des holdings qui sont dites mixtes au regard de la TVA, c'est-à-dire que de manière très ponctuelle, elles vont facturer un service, mais c'est ce côté ponctuel qui fait que, en fait, on ne sera pas systématiquement sur de la TVA. Donc tout ça était à bien intégrer et arriver à une proposition très synthétique. Alors j'en ai fini de cette présentation rapide, j'espère que ça vous a rassuré sur ce que vous aviez fait, que ça vous a pas fait trop peur, mais en tout cas, j'espère surtout vous retrouver en inscrit au sein de la prépa CRFPA de l'ISP dans la matière de droit fiscal. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout beaucoup de chance pour la réussite de votre examen. Au revoir.